Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Tous les vendredis, nous recevons sur ce plateau des spécialistes de santé. Et aujourd'hui, à la faveur de Octobre Rose, qui est décrété comme mois de sensibilisation par rapport à la lutte contre le cancer du sein, nous avons décidé de dédier cette émission à cette lutte-là. Et je reçois sur mon plateau aujourd'hui pour parler du cancer du sein, du dépistage jusqu'à la prise en charge. Je reçois donc le docteur Assémia Yolande, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédier de Blocos. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Et merci d'être sur notre plateau. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci bien. Notre second invité est psychiatre, je prononce bien. Il s'agit du docteur Sanogo Ismaël. Lui, il est au centre antidrogue à Bassam. Merci bien. Avec lui, nous parlerons du volet prise en charge, quand commence la prise en charge du patient ou du malade. Mais avant, nous vous disons merci d'être présents aussi nombreux sur cette émission, de nous suivre tous les vendredis. À tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein en faveur de Octobre Rose qui est dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons du cancer du sein, de dépistage à la prise en charge. Et pour cela, je reçois sur mon plateau le docteur Assémia Yolande, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédier de Blocos, et le docteur Sanogo Ismaël, qui est psy au centre antidrogue à Bassam. Docteur, nous allons commencer. Moi, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Avant de commencer, il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'un cancer. En fait, un cancer, c'est la prolifération de cellules anormales dans le corps. Et ces cellules-là se multiplient de façon désorganisée et de façon incontrôlée. Donc, quand on parle de cancer du sein, c'est-à-dire que c'est une prolifération des cellules anormales au niveau de la glande mammaire. Très bien. Une bonne définition, une définition assez simple que tout le monde comprend. Et je voudrais savoir, dans les pays occidentaux, très souvent on parle de dépistage organisé, de dépistage volontaire. Même chez nous en Côte d'Ivoire ici, dépistage volontaire, dépistage individuel. C'est quoi les dépistages qui existent en Côte d'Ivoire ici? Bon, d'abord, il faut qu'on essaie de voir le dépistage. Le dépistage, c'est quoi? C'est la recherche de la présence de la maladie dans l'organisme d'une personne avant que cette personne ne présente les signes de la maladie. Donc, quand on parle de dépistage du cancer du sein, c'est la recherche des cellules cancéreuses au niveau d'une personne, d'une femme, avant que celle-là ne présente les signes de la maladie. Très bien. Et il faut dire que généralement en matière de cancer, les cancers évoluent de façon... l'évolution est longue, sur des mois, voire des années. Donc il faut pouvoir faire le dépistage précoce, rapidement, afin de pouvoir augmenter les chances de survie de la patiente ou de la malade. C'est quoi le dépistage précoce, docteur? Le dépistage précoce, comme je vous dis, c'est un dépistage qui se fait avant la présence des symptômes de la maladie. Et donc ça se fait vraiment très tôt, précoce, c'est-à-dire très tôt, avant même cette arrivée. Et toute femme doit le faire naturellement? En fait, dans le cadre, on reste un peu dans notre cadre, dans le cadre du cancer du sein, il faut forcément dépister les dames. Et le dépistage commence précocement, c'est-à-dire chez toutes les femmes. Toutes les femmes à partir de 25 ans, toute femme à partir de 25 ans doit pouvoir faire ce dépistage-là. Bon, il y a plusieurs étapes au niveau du dépistage, mais d'emblée, c'est au niveau des femmes.
Très bien. Et là, la question, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à la question, mais je vais quand même la poser. Qu'en faut-il dans ce cas-là se faire dépister? Vous avez dit toutes les femmes à partir de 25 ans doivent se faire dépister déjà. Ça, on parle de dépistage précoce. Mais est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on doit, des signes avant-coureurs entre griffes qui doivent nous alerter pour nous emmener à nous faire dépister? En fait, comme je l'ai dit, le dépistage se fait chez les femmes. Et dépister, c'est-à-dire rechercher la présence de la maladie avant l'arrivée, avant les symptômes de cette maladie. Donc, toute femme, normalement, dans le cas du cancer du sein, toute femme doit pouvoir se faire dépister. Il y a plusieurs types de dépistage. Soit on le fait, le premier dépistage, c'est l'auto-examen des seins. Donc, une femme chez elle à domicile, voilà, à partir de 25 ans, peut faire cette auto-palpation des seins. C'est-à-dire se palper soi-même les seins. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui, moi, je suis un peu visuelle là, donc je le dis sur le plateau, je le dis plusieurs fois, je suis un peu visuelle. Tant qu'on ne me montre pas, je ne me fais pas le film. Donc, je vais le faire sur vous alors. Non, sur vous, c'est bon. Donc, comment ça se fait? D'accord. Donc, du coup, il faut faire l'autopalpation des seins, c'est-à-dire que à partir, chez les femmes, à partir de tous les mois après les menstrues, une semaine après les menstrues, il faut prendre l'habitude de pouvoir palper les seins. Ça se fait de façon circulaire. D'abord, on inspecte le sein. On essaie de se mettre devant un miroir. Oui. On regarde pour voir s'il n'y a pas de changement au niveau de la forme du sein. Ensuite, après l'inspection, on commence à palper le sein. Et ça se fait de façon circulaire au niveau de chaque sein. Et ce qu'il ne faut pas oublier, il faut se palper aussi les selles. Ah, ok. Voilà, à la recherche d'un ganglion, d'une masse au niveau de l'aisselle. Donc, appuyer comme ça? Oui, appuyer comme ça au niveau de l'aisselle. Voilà. Et puis, au niveau des seins, chaque sein, il faut faire l'autopalpation. On sait qu'avec les femmes, il y a la période des menstrues. Est-ce qu'il y a une date type, une date à laquelle il faut se palper ou bien à n'importe quel moment on peut se palper? Il faut se palper 7 à 8 jours après les menstrues. 7 à 10 jours après les menstrues. Chaque mois après les menstrues, il faut faire l'autopalpation. Pour celles qui sont ménopausées, elles choisissent une date fixe dans le mois, peut-être on peut dire tous les 7 du mois, et puis elles pratiquent cette autopalpation. Docteur, vous avez parlé de ce que il y a le dépistage précoce. À partir de 25 ans, on doit pouvoir déjà se dépister de façon seul à la maison, se palpant. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un âge auquel on est plus susceptible de contracter la maladie? En fait, il faut signaler que le cancer du sein est un cancer généralement qui apparaît à un âge tardif, c'est-à-dire après 50 ans. Voilà. Mais le problème en matière de cancer, il y a des cancers aussi qui sont dépistés chez des personnes jeunes. Voilà. Et les cancers évoluent sur de longues périodes. Donc, plus tôt on fait le dépistage, plus tôt on diagnostique le cancer, plus tôt la prise en charge est correcte et on peut même aller jusqu'à la guérison. Très bien. Donc, c'est pour ça que très tôt, il faut commencer à faire cette autopalpation. Et dès qu'on a un premier signe, on sent l'apparition d'une masse ou bien d'une anomalie au niveau des seins, il faut pouvoir se rendre à l'hôpital. Donc, je disais tout à l'heure que l'autopalpation, c'est la première étape du dépistage du cancer. Ensuite, il y a une autre étape, c'est la consultation, aller voir un personnel de santé, un agent de santé, pour pouvoir faire cet examen des seins. Voilà. Et après ça aussi, il y a ce qu'on appelle la mammographie. Oh oui. Et la mammographie aussi qui est un élément majeur dans le dépistage du cancer du sein. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en marche, nous sommes dans le mois d'octobre et ce mois, il est dédié sur le plan international, Octobre Rose, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et nous avons aujourd'hui voulu en parler afin de sensibiliser, afin d'informer sur les risques que nous courons par rapport au cancer du sein. Et sur mon plateau, j'ai deux spécialistes de santé. Il s'agit du docteur Assemien Yolande, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédier de Blocos, et j'ai aussi le docteur Sanogo Ismaël qui est psy au centre antidrogue à Bassam. Docteur, je voudrais venir un peu à vous. À Bassam, c'est le centre antidrogue, ce sont les drogués que vous suivez très souvent là-bas, mais est-ce que vous avez déjà suivi des patientes qui ont fait la maladie, des patientes qui avaient besoin d'être suivies, et je voudrais savoir à quel moment vous intervenez dans le suivi des patientes.
Merci bien. Je pense que à Bassam, c'est vrai qu'on fait la prise en charge des usagers de drogue, mais il arrive que quelquefois je sois appelé dans les structures privées, telles que les cliniques, où je suis emmené par exemple à me prononcer sur l'éventualité de la prise en charge des patients ayant des pathologies chroniques, dont le cancer du sein. Généralement, on nous fait appel lorsque les médecins, les collègues, les confrères ont déjà fait le diagnostic. Nous sommes devant un cas de cancer et on nous demande de venir pour l'accompagnement. C'est-à-dire essayer de faire comprendre au patient déjà ce que c'est que le cancer déjà et puis comment il peut accepter le cancer. Sinon, normalement, cette prise en charge psychologique devait se faire déjà depuis le dépistage. Depuis le dépistage. Et pourquoi ça ne se fait pas? Généralement, vous comprenez que les prises en charge, les dépistages, la plupart du temps qu'on fait pour les cancers du sein sont des dépistages qui se font de masse. Et la plupart du temps, on décrète une journée, on décide de faire des campagnes de sensibilisation et ensuite, à partir des campagnes de sensibilisation, on fait les dépistages. Et on n'a pas le temps d'inclure le volet psychologique. Et c'est la plupart du temps, c'est quand la pathologie est installée, et le psy vient comme pour aider le gynécologue à parfaire sa prise en charge. Parce qu'il faut dire que le psy, quand il arrive pour la prise en charge, il se met à une place de tiers, c'est-à-dire la équidistance entre le malade et le médecin. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Comment se fait votre collaboration, vous qui travaillez ensemble? Vous êtes gynécologue, lui il est psychologue. Comment se fait la collaboration? C'est vrai que vous n'intervenez pas comme vous devrez le faire au début même du dépistage, mais comment se fait par la suite la collaboration entre vous? Je sais que depuis nos habitudes universitaires, on a l'habitude de faire des staffs. Des staffs, c'est-à-dire que devant un cas de patient, on prend le patient et on discute. Chacun apporte son avis pour qu'on tire une crème qui est la solution finale. Ce qu'on fait, par exemple, quand on est des confrères, c'est-à-dire qu'on appelle pour un avis. On nous appelle pour un avis et c'est l'avis qu'on donne. C'est-à-dire que le patient, le gynécologue peut avoir vu son patient, et il demande par exemple au psy de poursuivre cette analyse-là pour mieux aborder vraiment le but final, c'est quoi? C'est le mieux-être du patient. Donc tout ce qui peut concourir au mieux-être du patient est mis dans la cagnotte pour faire avancer la prise en charge. Voilà comment ça se fait. Et donc de manière pratique, le gynécologue qui voit son patient demande au psy, en fonction des ressentis, en fonction de comment le patient réagit, il demande au psy de venir prêter main forte et puis de voir comment il peut aider le patient à pouvoir se sortir de cela. Très bien. Alors, docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter aussi dire que la prise en charge du cancer du sein est une prise en charge pluridisciplinaire. Il y a les gynécologues, il y a les cancérologues, il y a les radiologues et il y a les psychiatres. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est mis en place pour pour le bien-être des patients. Donc, du coup, le psychologue est impliqué à part entière dans cette prise en charge. Ok. Docteur, en cas d'anomalie, lorsque les dépistages sont faits et qu'on constate qu'on a un patient malade, quels sont les différents examens qu'on doit faire, l'étape à suivre? Bon, après le dépistage, si c'est un dépistage qui a été fait au niveau de l'autopalpation et que ça rendu compte qu'il y avait un nodule ou alors une masse, dans ce cas-là, on demande une mammographie. Bon, la mammographie va nous donner en fait les caractéristiques de cette masse-là. Et dès que c'est fait, qu'on suspecte un cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit en fonction de la mammographie, c'est un examen radiologique. Et au niveau de cet examen-là, il y a une classification. Voilà. Et donc la classification va du SAD 0 au SAD 4. Donc c'est le SAD 0, 1, 2, 3, on peut faire la surveillance. Soit la surveillance peut être approchée, surtout au niveau du SAD 3, tous les 6 mois, on refait une mammographie. Mais quand à partir du SAD 4, il faut faire ce qu'on appelle une microbiopsie. Voilà.
Donc, dès qu'on a un stade BIRAD 4, il faut faire une microbiopsie, c'est-à-dire prélever. C'est quoi les différents stades? Quand on parle de stade, il y en a de plus graves, de moins graves, c'est Oui, quoi? en C'est un fait, degré. c'est en degré. Donc, on va du degré 0, qui est le moins grave, jusqu'au degré 4, qui est le plus grave. Voilà. Donc, à partir du stade 4, 5, stade BIRAD, c'est un stade radiographique, mammographique, BIRAD 4, 5, à ce stade-là, il faut faire ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire prélever un bout de la tumeur, un bout de la masse qu'on a eu à la mammographie et envoyer au laboratoire pour pouvoir faire un examen histopathologique. Et c'est cet examen histopathologique qui va confirmer le cancer. Tant qu'on n'a pas fait d'histopathologie, on ne peut pas dire que c'est un cancer. Donc c'est l'analyse des cellules qu'on aura prélevées au niveau de la masse qu'on aura trouvée qui déterminera le type de cancer qu'on aura. À quel stade il faut une ablation forcément du sein? Bon, une ablation forcée du sein, généralement, comme je vous dis, à partir du stade BIRAD 3, BIRAD 4, il faut faire la microbiopsie, la biopsie du sein. Une fois qu'on a fait la biopsie du sein et que ça a confirmé le cancer du sein, il y a plusieurs types de cancers. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, l'équipe est pluridisciplinaire. Et il y a tout un ensemble qui joue au niveau de la prise en charge de la patiente. Il faut voir son état physique. Il faut faire des examens paracliniques pour voir l'extension de la tumeur. Parce que la tumeur peut être localisée comme elle peut s'étendre. Il faut rechercher des localisations à distance qu'on appelle des métastases. Et donc, c'est en fonction de tous ces éléments-là qu'on décide, des paramètres qu'on décide de savoir si on peut faire la malade est opérable ou pas. C'est terrible, hein? Docteur, vous, dans votre cas, en tant que psy, comment vous prenez, comment vous suivez, vous faites accepter à une patiente qu'elle doit se faire enlever le sein? Comment le suivi se fait? Parce que ça, c'est extrême. Enlever une partie du corps, comment on fait accepter à une patiente qu'elle n'aura plus de sein? C'est pas facile parce que j'avoue que déjà l'individu même c'est difficile par exemple d'extraire quelque chose du corps de l'individu parce qu'il se rend compte qu'il a quelque chose qui manque. Et la plupart du temps, ce qu'on rencontre beaucoup plus en psy, c'est l'apparition par exemple de ce qu'on appelle un membre fantôme ou un organe qui est fantôme. C'est-à-dire par exemple, je prends un exemple banal, c'est un patient qui roulait sa voiture et qui fait un accident. Il se réveille dans le lit un jour plus tard dans son lit d'hôpital et qui se rend compte qu'il est couché. Et quelqu'un d'autre vient s'asseoir, on veut lui faire des soins, on dépose un plateau sur le lit. Et au moment où on dépose le plateau vers l'endroit où il se trouve son pied, il veut bouger le pied, il se rend compte qu'il n'y a plus le pied. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. C'est la même chose qu'on rencontre aussi chez les patients qui vont subir par exemple une mastectomie. Dans l'approche, c'est quoi? C'est que pour les patients, l'hôpital est un lieu de savoir médico-chirurgical. C'est un lieu aussi où se confrontent beaucoup plus. Il y a un niveau sociologique qui intervient, c'est-à-dire c'est un endroit où se confrontent les forces de vie et les forces de mort. Donc déjà, quand l'individu se retrouve dans un lit d'hôpital et ayant vu ce diagnostic-là, il s'est dit qu'on va m'enlever quelque chose. Donc le rôle du psy, c'est de faire comprendre à l'individu que c'est vrai que vous avez une relation personnelle avec votre corps. Sur votre corps est inscrit par exemple une histoire qui peut être personnelle, une histoire qui peut être relationnelle. C'est-à-dire qu'on sait que le sein, au-delà de tout ce que nous savons du sein, le sein par exemple a beaucoup. Il sert d'organes de nutrition pour les enfants, il sert d'organes aussi érogènes pour les sensations de plaisir. Donc, par exemple, chez une femme à qui on doit enlever, il faut pouvoir, c'est tout un remaniement psychiatrique, psychologique qu'il faut faire intervenir. Donc, il faut faire comprendre à la femme que, en plus de tout ça, c'est lui éviter la mort. 2, c'est lui permettre aussi de se rapprocher des personnes qu'elle aime, c'est-à-dire de sa famille. Parce que si elle ne meurt pas, elle pourra rencontrer sa famille. Le plus difficile, c'est l'après-hôpital.
C'est-à-dire, c'est l'après-hôpital. Comment on gère avec la famille, ou bien on se focalise seulement sur la patiente, on ne fait rien avec la famille. C'est-à-dire que la prise en charge ici, elle est globale. C'est-à-dire, on prend l'individu, mais on prend aussi les membres de sa famille. La dame, elle est mariée. Il faut aussi prendre en compte son mari. La plupart du temps, l'après-sortie de l'hôpital est meilleure quand déjà dans la relation de couple, la relation de couple est bien faite. Si monsieur et madame s'entendent bien, la plupart du temps, monsieur accompagne. Mais si la relation est conflictuelle, généralement, après ça, l'homme a tendance à repousser son épouse. Donc, c'est de tout ça là qu'il est question. Et puis, à la sortie de l'hôpital, il faut que la famille accompagne. Accompagne comment, docteur? Accompagne, c'est-à-dire, d'abord, l'individu qui vient de perdre son sein, tout de suite là, il y a ce qu'on appelle des mécanismes de défense. C'est-à-dire l'individu, dans un premier temps, il y a un refus d'abord. Et ce qu'on appelle le mécanisme, c'est le refus de soi-même, non? Le refus de soi-même, d'accepter déjà ça, déjà d'accepter la mastectomie. Donc, on se dit déjà, il y a le déni. Et la plupart du temps, le deuxième mécanisme de défense qui intervient, c'est la projection. Il projette ça sur les autres. Vous êtes responsable de mon état, de ce qui m'arrive. Donc, il faut essayer de faire contribuer toute la famille, tout le monde à lui faire comprendre que en dehors de ça, nous on a besoin de toi pour vivre. Cet organe-là ne doit pas t'empêcher de vivre. Cet organe-là ne doit pas t'empêcher de rencontrer cette famille-là qui t'aime. C'est en ce moment-là que nous pouvons rattraper l'individu. Très bien. Alors, je vous rappelle, ne soyons pas tristes. C'est vrai que le sujet est assez sensible. Il fait un peu peur et puis c'est un peu triste, mais on ne doit pas avoir peur et nous sommes là pour vous passer l'information. J'ai sur mon plateau le docteur Assemia Yolande, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédié de Blocos. Et j'ai également le docteur Sanogo Ismaël, qui est psychologue au centre antidrogue à Bassam, et nous parlons aujourd'hui du cancer du sein, du dépistage à la prise en charge. Docteur, je voudrais savoir si quand on détecte chez une patiente qu'elle a le cancer du sein et que le stade est assez évolué et qu'on doit lui enlever le sein, est-ce que vous rencontrez déjà des patientes qui refusent de se faire enlever le sein? En fait, en matière de cancer, donc, dès qu'on dit à une patiente, on lui annonce la maladie. Bon, en dehors de... je rejoins un peu mon confrère docteur Sanogo. C'est vrai qu'il y a parfois un déni. Mais déjà, elles se disent que c'est un stade... sur le plan psychologique, elles sont déjà atteintes. Donc, parfois, elles veulent pouvoir se soigner. Mais ce qui crée problème, c'est les moyens. Ce sont les moyens. Parce qu'il faut dire que la prise en charge est coûteuse. Donc déjà, il faut penser à la chirurgie, il faut penser à la chimiothérapie, il faut penser à la radiothérapie. Donc le premier élément qu'on met devant, c'est les moyens financiers. Ce sont les patientes même qui mettent ça devant, bien c'est vous? Non, mais en fait, vous mettez devant la réalité. La réalité, on leur dit, bon, il faut t'opérer. Quand tu dis à une patiente qu'on doit t'opérer, ça fait combien? Directement. Ah, docteur, ça fait combien? Et généralement, bon, celles qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, celles qui n'ont pas les moyens. Il y a ça. Et bon, comme on dit, souvent on peut faire une chimiothérapie avant l'intervention, en fonction du stade, en fonction de l'évolution, en fonction du collège qui aura pris la décision. Donc, quand il y a une chimiothérapie première, bon, la chimiothérapie, c'est pas moins de 350 000 francs la cure. Seulement, hein? Ouais. Donc, il faut au moins 4, 5, 6 cures parfois. Donc, vous imaginez, celles qui n'ont pas les moyens. Donc, déjà, le volet financier est une grande barrière. Mais sinon, sur le plan diagnostic, on fait ce qu'il y a à faire. Sur le plan thérapeutique, on fait ce qu'il y a à faire. Mais là où on rencontre beaucoup de problèmes, c'est sur le plan prise en charge, la prise en charge. Vous rencontrez aussi ces problèmes-là, docteur? Vos patientes vous soumettent cela? Oui, ils nous soumettent ça parce que la plupart du temps, ce qu'on rencontre, c'est quoi? Il y a l'accompagnement que nous faisons. L'accompagnement, elle est systématique la plupart du temps. Mais le but de cet accompagnement, c'est de soutenir l'individu. On soutient l'individu. Mais le problème le plus important ici, c'est que cette prise en charge-là se fait
à plusieurs niveaux. Elle se fait à plusieurs niveaux, à 3 niveaux principalement. Il y a au niveau de la souffrance physique de l'individu, il y a au niveau de la souffrance psychologique de l'individu, et puis au niveau de tout ce qui est finance, tout ce qui est social, tout ce qui est... Voilà. Donc, au niveau, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, au niveau social, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'essayer de voir des organismes, comment essayer de gérer cet individu qui est couché là, parce qu'il y a un problème. Il est couché depuis 2 ou 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne va pas au travail. Donc comment se pose le problème de nutrition, de logement, de finances, et tout ça finit par toucher le mental de l'individu. Ça, plus que la maladie elle-même. Deuxième élément sur le plan psychologique, c'est une souffrance psychologique. Quelqu'un à qui on dit que vous avez un cancer. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'un cancer. Aujourd'hui, tout le monde est informé par les informations qu'on a sur le net. Quand on sait que, par exemple, on a un cancer, l'individu a tendance à aller fouiller. Il sait que le finish de ce cancer-là, ce serait la mort. Donc déjà, il y a tout un remaniement qui se passe au niveau de l'individu. Il s'est dit qu'il y a un état d'anxiété, l'angoisse, il y a une dépression qui vient et qui va aboutir jusqu'à la mort. Donc le psy, et son rôle ici, c'est d'amener le patient tout doucement à accepter cet état-là. Et puis en dernier point, sur le problème de la souffrance physique, on sait que sur la souffrance physique, qu'est-ce qu'on a? L'individu qui a, je dis sous la coupole de ma collègue, qui vient d'être atteint d'un cancer, c'est que quand on va commencer la chimiothérapie, va perdre ses cheveux. Ne sera plus comme il était par le passé. Deuxième élément, on a un élément qui est crucial, vers lequel on va aboutir. C'est la dégradation physique de l'individu. Et la dégradation physique de l'individu est un élément qui est poignant. Et devant cette dégradation, nous, en tant que psy, notre rôle, c'est de voir des informations. Qu'est-ce que c'est que la chimiothérapie? Comment elle se fait? Et ensuite, comment faire accepter à l'individu qui est accouché, là, qui est notre patient, tout cet état-là, pour essayer de le convaincre d'accepter de prendre les médicaments. Très bien, docteur. Vraiment, on ne finira pas de parler du cancer du sein. Peut-être qu'on va programmer une autre émission où on viendra parler de l'étape des différents traitements qu'on peut apporter, par exemple la chimio, tout ça. Et je voudrais signifier qu'en Côte d'Ivoire, on diagnostique chaque année 2248 cas de cancer et 1223 femmes en meurent chaque année. Docteur, moi je voudrais savoir maintenant, d'après vous, quelles sont les raisons de ces cas? Pourquoi en Côte d'Ivoire on constate une augmentation du cancer du sein? En fait, on constate une augmentation du cancer du sein. Il faut d'abord voir aussi les facteurs favorisants du cancer du sein. D'accord. Donc, il y a une question d'hygiène de vie qui entre dans les facteurs favorisants, dans les facteurs de risque. L'alcool, le tabac, le surpoids, l'obésité, en dehors des pathologies mammaires qu'on peut avoir. Donc, du coup, quand on regarde tout ce mode de vie-là, on se rend compte que les facteurs de risque sont assez importants ici. Et il faut noter aussi, en second point, qu'il y a une politique de dépistage qui a été mise en place par le programme national du cancer. Donc il y a des campagnes de dépistage, il y a certaines entreprises qui organisent des dépistages au niveau même de leur personnel. Donc du coup, le fait d'organiser ces dépistages, le fait de lancer cette prise en charge précoce fait que le nombre de cas qu'on diagnostique augmente. Voilà. Donc il y a les facteurs de risque en premier lieu. Tabac, obésité. Alcool, tabac, obésité, tout ça. Et en plus de ça, il y a le diagnostic précoce, le diagnostic est plus ou moins, le dépistage qui est plus ou moins, si je peux dire vulgarisé, qui est plus ou moins en pratique maintenant. L'autopalpation, la mammographie. Donc du coup, les cancers sont diagnostiqués plus rapidement. Voilà. On sait que le cancer, forcément, pas forcément, ça conduit, quand on parle de cancer, on voit la mort. Est-ce qu'il y a quand même des cas où on peut espérer avoir la guérison? Bon, à ce niveau-là, je dirais oui.
Parce qu'un cancer qui est diagnostiqué à un stade précoce est guérissable. Les cancers sont stadifiés. Les cancers sont stadifiés de la stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Généralement, les stades, ça va les stades 4 sont les stades vraiment qui sont critiques, comme on peut dire. Donc, quand c'est un stade précoce, stade 1 par exemple, il est guérissable. C'est-à-dire que dès qu'on a diagnostiqué, avant même l'arrivée de la symptomologie, avant la mise en place des symptômes, dès qu'il est diagnostiqué dans le cadre d'un dépistage et qu'il est pris en charge correctement, on peut aller à la guérison. Et au niveau du cancer du sein, il y a les cancers du sein qui ont été guéris. Mais est-ce qu'il y a une récidive aussi? Oui, il y a des récidives de cancer du sein. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Bon, c'est dû à l'environnement, aux mêmes raisons, aux mêmes facteurs de risque. Voilà. Donc, il y a des récidives qui peuvent se faire sur le même sein. C'est-à-dire, vous avez eu un cancer, on vous a opéré, on vous a traité, on a fait tout ce qu'il y avait. Et après, il y a une récidive qui revient sur ce sein-là. Voilà. Mais généralement, les récidives qui reviennent sur le même sein sont de meilleurs pronostics. Parce qu'il peut avoir, le cancer, c'est un cancer qui évolue. Donc, il peut être localisé, comme il peut avoir il peut avoir des localisations secondaires, qu'on appelle généralement des métastases. Donc, généralement, quand c'est une récidive ou bien une métastase qui a lieu à distance, par exemple, tu peux avoir un cancer du sein, et puis secondairement, il y a une métastase au niveau des os, une métastase au niveau du poumon. Donc là, c'est encore plus grave. Vraiment. Chers téléspectateurs, j'espère que nous ne vous avons pas fait peur. Bien au contraire, nous vous avons donné les renseignements qu'il faut. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Docteur, je voudrais savoir, vous, en dernier lieu, pour revenir un peu, pour prendre la conclusion du docteur Assemien Yolande, je voudrais savoir, quand il y a récidive, bon, pour un patient qui a été suivi, qui n'est pas arrivé à un stade avancé, qui a eu la guérison, est-ce que vous avez des cas souvent de personnes qui ont peur de contracter à nouveau la maladie, et dans ce cas-là, le suivi se fait comment? Comment laver le cerveau de quelqu'un pour dire tu ne l'auras plus? Non, c'est là la problématique. C'est-à-dire que nous on sait que du point de vue médical, il peut avoir toujours une récidive quand on parle de cancer. Parce que tout est fonction du délai de prise en charge. Voilà, le délai de prise en charge. Il y a des patients à qui on dépiste le cancer. On leur dit qu'il faut faire, par exemple, voici le traitement qu'il fait. Elle a posé le problème tout à l'heure. Du point de vue médical, tout le travail est fait. On a posé le diagnostic. On te dit que pour aller au bout, l'intervention coûte par exemple 350 000 francs la séance. Si l'individu n'a pas les moyens, ou il fait la première séance, il fait la deuxième séance, l'évolution est bonne et il n'en fait plus. Il revient quelque temps après, il y aura une récidive. Voilà. Et puis il y a des habitudes. Il y a les habitudes, l'hygiène de vie, comme elle vient de le dire. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut rappeler à l'individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ça pose véritablement le lancinant problème de savoir comment se comporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu à qui on vient de déceler un cancer, et on vous dit que nous sommes à une phase de rémission, c'est-à-dire une phase où on peut penser à une guérison. On vous dit qu'il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire. Donc, si vous allez boire, vous allez provoquer, vous allez favoriser la réémergence de ces cancers-là. Donc, ce sont ces facteurs-là qu'au cours de l'accompagnement, on essaie d'insister pour essayer de faire comprendre à l'individu que le mal existe. Voilà. Et du coup, ça m'a donné soif. Docteur, je vais vous permettre là de passer un dernier message. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de toutes nos téléspectatrices? Parce qu'aujourd'hui, spécialement, nous nous sommes adressés à elles, mais aux familles aussi, aux maris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est déjà atteinte? Le docteur nous a déjà donné une certaine position. Quand on vous dit de ne pas boire pendant que vous suivez le traitement, ne le faites pas. Vous, votre dernier appel, votre dernier conseil à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Le dernier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut pouvoir se faire dépister. Toute femme doit se faire dépister. Avant 40 ans, le dépistage se fait grâce à l'auto-examen des seins. Après 40 ans, il faut faire une mammographie tous les 2 ans. Très bien.
Je n'en ai jamais fait. À partir d'aujourd'hui, je pense que je vais me rendre chez... Ça dépend de l'âge. Je vais me rendre chez le docteur Assémien et on va régler ça parce que c'est une histoire beaucoup trop sérieuse. Alors docteur, je vais vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous recevions sur notre plateau pour parler aujourd'hui du cancer du sein, du dépistage à la prise en charge, deux spécialistes dans ce domaine. Il s'agit du docteur Assémien Yolande qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon Bédié de Blocos en Côte d'Ivoire et du docteur Sanogo Ismaël qui est psychologue, je préfère dire psychologue. Plutôt psychiatre. Psychiatre. J'ai des difficultés avec ce mot. Alors, il est psychiatre, voilà, au centre antidrogue à Bassam. Vraiment, je voulais terminer en riant pour vous envoyer beaucoup de joie, beaucoup d'ondes positives. C'est vrai que nous avons parlé aujourd'hui d'un thème qui n'est pas très joyeux, mais bon, c'est ça aussi notre travail, vous instruire sur tout ce qui est thème de santé. Et je vous souhaite vraiment, vous qui faites la maladie, vous qui avez un parent qui fait la maladie, vraiment beaucoup de courage, que le Seigneur vous soutienne. Accrochez-vous à vos familles, ne désespérez pas. Et vous qui n'avez pas encore fait le dépistage, je vous encourage à aller le faire et à nous faire parvenir aussi vos préoccupations. Nous répondrons à toutes vos questions de santé. Les numéros des différents spécialistes sur mon plateau s'affichent déjà au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Je suis là la semaine prochaine avec la même équipe. Je dis merci à mon réalisateur. Il s'agit de Aimé Bodje. À la semaine prochaine. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.